Depuis janvier 2022, l'Organisation des Nations Unies prépare une convention internationale de la cybersécurité et l'Electronic Frontier Foundation, partie prenante, y négocie la rédaction des textes qui pourraient menacer la liberté d'expression ou permettre légalement la cybersurveillance d'État. Plus spécifiquement, DORA, alors non pas la célèbre exploratrice chère à nos enfants, mais l'acronyme pour Digital Operational Resilience Act, est le texte réglementaire majeur en matière de cybersécurité pour le secteur financier. Et en face, les cybercriminels, selon le Panocrime 2022 réalisé par le CLUSIF, élargissent leur portefeuille d'action, d'effacement, paralysie des services gouvernementaux au public, utilisation de charges utiles pour saboter l'informatique d'infrastructures sensibles, cloud, machines virtuelles, authentification multifacteur, tout est bon, et pas seulement dans le cochon. On connaît le NIS, on en a parlé de 2016, le RGPD de 2018, aujourd'hui on nous parle de NIS 2, de DSA, de l'OPMI, beaucoup d'acronymes pour un seul but, notre sécurité. Mais qu'entend-on par notre sécurité ? Y a-t-il trop de textes réglementaires ? Sont-ils redondants ou complémentaires ? Sommes-nous bien protégés ? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde Monsieur Gaston Gautrenaud du service expertise technologique de la Commission nationale informatique et liberté, Monsieur Kevin Edon, délégué à la sécurité numérique Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, Monsieur Xavier Leonetti, magistrat, chef de la mission de prévention et de lutte contre la cybercriminalité au ministère de la Justice, Madame Émilie Passemard, de la délégation ministérielle au numérique en santé du ministère de la Santé, et Monsieur Barnabé Vintin-Augoire, colonel de gendarmerie, chef du DPNUM au COM Cybergenre, nous allons vous parler tout à l'heure. Donc, Monsieur Edon, en votre qualité de délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI, pouvez-vous nous dire ce qu'apporte un texte comme NIS aux entreprises et aux organisations ? Bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis Kevin Edon, je suis le délégué de l'ANSSI pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, juste avant de répondre à votre question, je vais prendre 30 secondes pour présenter ce qu'est l'ANSSI, et puis après, nous allons effectivement parler NIS et NIS 2. Donc l'ANSSI, en quelques mots, donc l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Nous sommes un service de la Première ministre et nous sommes l'autorité nationale française en matière de cybersécurité et de cyberdéfense. Donc l'ANSSI, c'est aujourd'hui un peu plus de 550 agents. Et nous sommes un service à compétence nationale, ça veut dire que nous intervenons en direct sur l'ensemble du territoire. Enfin et surtout, l'ANSSI, c'est une agence à vocation exclusivement défensive, avec 4 mots-clés qui finalement résument notre action. La mission de défendre, de connaître, de partager et d'accompagner. Défendre les victimes de cyberattaques, en particulier les victimes lorsqu'elles sont mises en mal, qui ont un impact majeur pour la nation. Défendre, c'est souvent pour ça qu'on nous appelle les cyberpompiers de l'État. Connaître la menace cyber, partager autour de cette menace et partager surtout autour des manières de s'en prémunir. C'est pour ça que vous voyez et pouvez accéder à nos guides, à nos recommandations, qui vont des guides et recommandations pour des experts sur des systèmes d'information critiques, à des guides beaucoup plus grand public, à destination notamment des chefs de TPE, PME non stratégiques, qui ne sont pas des informaticiens ou des informaticiennes, mais qui ont aussi besoin de se protéger. Et il y a également des recommandations des guides de l'ANSSI à leur destination. Donc, défendre, connaître, partager, et enfin, pour conclure, accompagner. Accompagner, mais déjà dans notre rôle d'autorité nationale, accompagner le gouvernement dans sa définition et sa conduite d'une politique de prévention et de prise en compte de manière générale de la sécurité numérique pour la France. Accompagner aussi les écosystèmes, donc l'écosystème industriel de la cyber, l'écosystème de la formation. On a tous, services de l'État, entreprises, collectivités, besoin de talents dans la cyber aujourd'hui. Et donc il faut qu'on accompagne ces formations pour faire apparaître ces talents sur le marché de l'emploi d'aujourd'hui et de demain. Et puis accompagner, c'est aussi une partie de mon rôle, les écosystèmes locaux, les initiatives. On a parlé tout à l'heure du CSIRT régional, c'est un des exemples. Tout ce qui peut permettre sur le territoire d'être mieux protégé. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'ANSSI déjà en quelques mots. Autorité nationale française en matière de cybersécurité et de cyberdéfense, agence à vocation exclusivement défensive. Maintenant, sur la NIS, même si j'ai perdu mon interrogateur, je vais quand même continuer. Je crois qu'il est en train de gérer les visioconférences par ailleurs. Donc sur la NIS, déjà la directive NIS, donc NIS ça veut dire Network and Information Security, ça existe déjà. La directive NIS, elle a été adoptée au niveau de l'Union européenne
en 2016, elle a été transposée en droit français en 2018. C'est quoi l'idée de cette première réglementation, directive Nice? C'est d'abord de se dire qu'on a besoin de mieux se protéger au niveau européen sur des entités qui seraient importantes. Le terme utilisé, c'est essentiel. Et donc, chaque État membre a désigné des opérateurs de services essentiels qui pouvaient être publics, qui pouvaient être privés, et dont l'impact d'une cyberattaque serait trop important pour la nation, et donc on veut éviter cette cyberattaque. En France, pour vous donner un ordre de grandeur, les OSE, les opérateurs de services essentiels, c'est quelques centaines d'opérateurs en France. Et donc ces OSE ont pu mieux se protéger et ont reçu des obligations, notamment l'obligation de signaler les incidents qui les touchent à l'ANSSI, en tant qu'autorité nationale, également de mieux se protéger en mettant en œuvre des mesures qui sont listées avec un calendrier de mise en œuvre. Pour vous donner un exemple concret, puisqu'on peut en parler, c'est relativement public, il y a eu, notamment il y a 18 mois, une désignation de 135 nouveaux OSE au titre de la Nice actuelle, pas de celle qui va venir. Et ces 135 nouveaux OSE, c'était des centres hospitaliers qui étaient au cœur des groupements hospitaliers des territoires. Et donc, ils ont eu à la fois des mesures d'accompagnement et des mesures, des exigences de sécurité à mettre en œuvre au fur et à mesure sur les 3 années qui suivaient. Donc ça, c'est Nice 1, ça existe déjà. Nice 2, c'est quoi? Nice 2, c'est de se dire, finalement, ce qu'on observe, c'est que les attaquants sont de plus en plus compétents, sont de plus en plus outillés. Et les victimes sont encore trop souvent trop peu préparées, trop peu protégées par rapport à ces attaques. Et donc, au niveau de l'Union européenne, et la France a largement porté ce sujet lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, l'idée c'était de dire qu'il faut changer de braquet, il faut augmenter notre ambition. On passe de 10 secteurs qui étaient considérés comme essentiels à 18. On va considérer plus de 600 types d'entités. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait aujourd'hui quelques centaines d'OSE en France. Il est probable qu'on soit maintenant à plusieurs milliers d'entités qu'on va appeler importantes ou essentielles. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de mobiliser le secteur public, l'activité économique, le secteur économique, pour dire maintenant, il faut qu'on passe à l'échelle et qu'on soit encore plus protégé. Et donc, vous avez entendu tout à l'heure, je vous disais, entité importante, entité essentielle. L'idée, c'est quand même d'être pragmatique. On n'est pas là pour faire un texte qui ne sera jamais appliqué. Et donc, le fait d'avoir cette nuance qui n'existait pas dans Nice 1, d'entité importante, entité essentielle, ça va nous permettre, tout en passant à l'échelle, au niveau de l'ANSSI, de définir des mesures de sécurité qui seront applicables, adaptées aux enjeux des entités. Sachant qu'il y a certaines entités qui, jusque-là, ne faisaient quasiment pas de cyber, mais qui sont quand même importantes pour la nation et qui vont devoir imposer des exigences. Peut-être dernier point par rapport à ça, avant de parler calendrier, ça va aussi permettre de sécuriser ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Parce que notamment dans la NIS 2, il va y avoir un focus particulier sur les fournisseurs numériques, par exemple, qui sont utilisés par tous les autres. Et donc, quelque part, si eux se sécurisent davantage, ou encore mieux qu'aujourd'hui, finalement, toutes les entreprises, tous les particuliers ou autres qui s'en servent, qui utilisent leurs services, leurs produits, vont être mieux protégés. Alors si on parle maintenant de calendrier, donc je vous disais tout à l'heure que Nice 1 s'était transposé en droit français en 2018, ça c'est ce qui existe déjà. Nice 2 a été publié en tant que directive au journal officiel de l'Union européenne en décembre de l'année dernière, décembre 2022. Les États membres ont 21 mois pour transposer dans leur droit national ce qu'il en est. Donc chez nous, ça va faire à peu près le deuxième semestre 2024. Donc au deuxième semestre 2024, Nice 2 sera en vigueur avec quelques milliers d'entités importantes ou d'entités essentielles. Et dans ces mesures qui seront prévues, il y aura des mesures d'application immédiate dès cette transposition en droit national et des mesures, comme dans Nice 1, qui auront un délai d'application pour permettre aux entités concernées de se mettre en ligne avec cette sécurité. Voilà, oui, donc ça leur laisse un an quelques à peine pour se préparer. Monsieur Leonetti, pour rebondir sur les propos d'Alexandra Barberis, la Cour suprême des États-Unis doit se prononcer d'ici le 30 juin de cette année sur la question de la neutralité des algorithmes, car la loi américaine actuelle accorde le statut d'hébergeur et non pas d'éditeur aux plateformes, notamment les GAFAM, ce qui fait qu'elles ne sont pas pénalement responsables des contenus qu'elles hébergent. Fake news, propagande terroriste, j'en passe et des meilleurs. La modération n'est pas leur priorité. Est-ce que les Européens sont confrontés au même problème? Alors oui, merci pour cette question. Une évolution aux États-Unis qui est en cours, une évolution dans l'évolution, parce que le comportement sociétal et donc juridique des États-Unis est en train d'évoluer, notamment depuis l'invasion du Congrès le 6 janvier. Nous avons aujourd'hui, en fait, pour faire le lien avec Nice 2, 3 grands types d'infractions, 3 grands types de menaces qui se caractérisent et qui vont finalement implémenter des conséquences et donc créer
au niveau des collectivités, des entreprises, des obligations, mais aussi au niveau des entreprises, un marché. Alors pour répondre exactement à la question et faire le lien avec tout ce que je viens de vous dire, qu'est-ce que c'est? Vous avez les atteintes à un système de traitement automatisé de données, c'est le piratage, c'est ce qu'on évoque, éviter le risque cyber, c'est donc mettre en place, NIS 2, de la cybersécurité imposée aux opérateurs de services essentiels. Vous avez également un petit point, le 3 mars dernier 2022, puisque le temps passe, 3 mars 2022, la loi sur le cyberscore qui rentrera en vigueur le 1er octobre 2023. Cyberscore, qu'est-ce que c'est? En un mot, c'est demain un score comme vous l'avez en matière agroalimentaire, c'est-à-dire un coloriel qui vous dira si une plateforme a un niveau de sécurité A, B, C, D, E. C'est un peu cette idée, avec un niveau d'obligation qui s'imposera a priori, ça doit être fixé par décret, mais pour des plateformes d'à peu près 1 million de clients. On entre dans la compliance cyber. Et dans cette compliance cyber, évidemment, deuxième grand type de menace, ce sont les manipulations d'informations, ce sont les contenus illicites en ligne. Et pour répondre à votre question, les contenus illicites en ligne, ce sont des sujets qui sont pris à bras-le-corps par le Digital Services Act, le DSA, qui a été voté au niveau européen, un règlement européen, qui va bientôt rentrer en vigueur. Nous sommes en train de prévoir les modalités d'application. Qu'est-ce que cela signifie? Là aussi, en un mot, c'est la lutte contre les contenus illicites et donc leur régulation. Ce qui veut dire contenu illicite, à la fois ce qui va être communiqué sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, mais également sur des places de marché, des marketplaces de type Amazon, c'est-à-dire un contenu illicite, c'est par exemple une contrefaçon. Et donc, c'est obliger ces plateformes à réguler et à lutter contre ces contenus avec une limite juridique. On ne peut pas imposer à une plateforme une surveillance permanente sur les contenus. C'est-à-dire, on définirait un contenu illicite et on leur dirait régulez vous-même ces contenus, vous devez les détecter et les supprimer. Ce n'est pas possible, c'est interdit. Ce que l'on prévoit par contre, c'est d'obliger les grandes plateformes à réguler en fonction de critères que nous fixerons. C'est notamment un des sujets que vous avez dû voir, entendre ou lire concernant la pédopornographie, bien évidemment, mais également de manière à ce qui est légal, la pornographie, l'accès aux sites pornographiques en ligne. C'est une des conséquences du DSA. Alors aux États-Unis, quelle est l'évolution? C'est important ce qu'on est en train de dire là. C'est important parce que les États-Unis, vous avez le premier amendement qui prévoit une liberté d'expression totale. Concrètement, lorsque le ministère de la Justice, lorsqu'une juridiction veut faire fermer un site néo-nazi, par exemple, qui est géré par des Français, à destination de Français, mais hébergé aux États-Unis, nous nous confrontons à la loi américaine qui va limiter notre action parce que nous aurons une territorialisation sur le territoire américain et donc l'application de la loi américaine. Avec les nouvelles réglementations qui rentrent en vigueur, l'objectif, c'est d'imposer une norme européenne à l'ensemble des opérateurs. Et vous voyez, cet aspect territorial, il est fondamental, surtout pour une région comme PACA, région sud, pour Marseille. Pourquoi? Vous savez tous qu'il y a des câbles sous-marins qui arrivent à Marseille. Nombreux sont ces câbles, donc des entreprises qui s'installent, donc derrière l'hébergement de données, et donc derrière une compétence juridique et judiciaire qui est française. On s'extrait donc de la compétence aujourd'hui américaine qui va sans doute être limitée avec l'arrivée d'un autre règlement qui lui interviendra probablement en 2025, puisqu'un règlement, là, ça sera 36 mois de mise en application, c'est le e-evidence, la preuve numérique, qui est l'écho, pour ceux qui connaissent, du Cloud Act américain, et qui devrait intervenir, comme je vous le disais, en 2025, et redonner une souveraineté judiciaire à la France. Un petit mot, et vous l'avez évoqué, sur la LOPMI. La LOPMI, c'est la loi d'organisation de programmation du ministère de l'Intérieur, qui est entrée en vigueur le 24 janvier dernier. Vous le voyez, de nombreux textes sont en train d'arriver. Nous sommes finalement dans un contexte de compliance cyber, c'est-à-dire que nous sommes au point de bascule, véritablement en termes réglementaires, normatifs, qui va nous faire passer la cybersécurité dans une vision hygiène et sécurité. C'est l'hygiène et sécurité numérique de demain, et qui feront que, si on suit ce modèle-là, eh bien, on n'oublie pas d'éteindre une bougie, si tant est que ça soit encore fait dans un bureau. On n'oubliera pas d'éteindre un ordinateur. C'est un peu ça l'idée, d'obliger les opérateurs à s'équiper. Et comme je vous le disais en propos liminaire, et je conclus sur ce point-là, c'est donc un marché pour les entreprises.
Alors, ce n'est pas mon rôle de définir un marché, loin de là, mais simplement, pourquoi j'évoque ceci? Parce que beaucoup d'entreprises, beaucoup de collectivités vont faire appel à des prestataires pour définir le niveau de cyberscore, de cyber... Les collectivités ne seront pas concernées par le cyberscore, mais de cybersécurité. Eh bien, ces prestataires devront répondre à des habilitations, à des normes fixées par l'ANSSI, et devront répondre à un objectif également, c'est qu'au-delà de la prévention en cas de survenance d'une attaque, il faudra concilier deux choses: la remédiation, la remise en état d'un système, et la préservation de la scène de crime numérique, c'est-à-dire que pour que les investigations soient conduites, un peu comme un pompier qui intervient sur une scène de crime, priorité au secours, sans obérer les capacités d'enquête ultérieures. Vous avez remarqué, ni l'un ni l'autre n'ont parlé du RGPD parce que dans la culture, on est déjà, tout ça c'est bien assimilé. Pour autant, Madame Passemard, pour rebondir sur les propos de Monsieur Xavier Leonetti et pour donner un exemple, en 2018, toujours aux États-Unis, une première entreprise de séquençage ADN a laissé fuiter les identifiants de 92 millions d'utilisateurs clients. Et une autre, en 2021, c'est récent, a été hackée, permettant l'extraction, outre du génome, de 2 millions d'utilisateurs, dont des Français, leur numéro de sécurité sociale et leurs coordonnées bancaires. Si la vente du test ADN est interdite en France, la donnée de santé touche à notre intimité la plus prégnante. Est-ce un Graal et répond-il à des précautions particulières? Madame Passemard? Merci, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de me donner la parole pour porter ici la voix du ministère de la Santé et donc un regard peut-être un peu plus spécifique et particulier, toujours en lien avec, bien sûr avec les questions de cybersécurité. Alors évidemment, tout à l'heure, le représentant de l'ANSSI a évoqué l'entrée, on va dire, du secteur de la santé dans les questions de cybersécurité. On y reviendra, je crois qu'on parlera tout à l'heure un petit peu des cyberattaques à répétition dont les établissements sanitaires ont été victimes ces derniers mois. Bien évidemment, en termes de réglementation, ça fait quand même longtemps que la loi, le règlement se sont emparés des contraintes spécifiques à prévoir et des règles de protection renforcées à prévoir s'agissant des données de santé. En tout cas, déjà au niveau national, et puis des discussions sont également en cours européen, bien sûr. Donc, au niveau national, on a en effet depuis 2002 une réglementation spécifique qui s'applique aux prestataires qui hébergent et proposent des services d'hébergement de données de santé aux établissements et aux professionnels de santé d'une manière générale. Donc, ces prestataires-là doivent se soumettre à une certification qui s'appelle la certification hébergeur de données de santé, qu'on appelle la certification HDS, qui donc est délivrée par un organisme certificateur et ils doivent se plier à un certain nombre d'exigences assez importantes, bien sûr, pour garantir la sécurité, la confidentialité des données qu'ils traitent, aussi bien en ce qui concerne l'hébergement physique que la mise à disposition d'infrastructures virtuelles. Donc, cette certification initialement était un agrément, s'est transformée en certification en 2016, et aujourd'hui, ce référentiel de certification HDS est en cours de révision. Parce qu'on se rend compte qu'il faut un petit peu le toiletter, bien sûr. Et puis, bien sûr, nous avons aussi la préoccupation de renforcer les exigences, notamment au regard des éléments extraterritoriaux. On a parlé des États-Unis, mais donc en gros, on a aujourd'hui beaucoup de prestataires sur le marché qui peuvent être des prestataires soit filiales de sociétés étrangères, en tout cas hors Union européenne, soit directement des sociétés étrangères, et dans la mesure où elles n'assurent pas forcément un niveau de protection qui soit équivalent au RGPD, eh bien, nous avons souhaité, à l'occasion du toilettage de ce référentiel de certification HDS, renforcer les exigences en la matière pour
introduire des critères de souveraineté d'hébergement de ces données. Donc, ce référentiel a été largement concerté auprès de l'écosystème. On a reçu beaucoup de contributions et désormais, on est en phase d'adoption. On va passer évidemment devant la CNIL qui va donner un avis sur ces nouvelles règles. Et l'idée, c'est vraiment de prévoir un hébergement localisé sur le territoire de l'Union européenne ou, pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on a mis dans le projet, dans un pays offrant un niveau de protection adéquat. Et on a aussi prévu des obligations de renforcement de transparence contractuelle de l'hébergeur vis-à-vis de ses clients. Donc ça, pour nous, c'est un peu une sorte de première étape, cette révision du référentiel HDS, dans la perspective des travaux européens qui sont en cours, avec des certifications à venir pour les outils de cloud européens qui pourraient nous conduire bien sûr à renforcer encore les exigences de souveraineté en la matière s'agissant des hébergeurs de données de santé. Merci. RGPD, hein, vous nous disiez, certification HDS, groupe de travail, ce que vous venez d'évoquer, hein, pour améliorer l'utilisation de nos données, me permettent de me tourner vers Monsieur Gaston Gautrenaud de la Commission nationale informatique et liberté. Au-delà des missions recommandations et sanctions que la CNIL assume pour le respect du RGPD, je lisais donc dans un article Le Monde informatique de janvier dernier que votre institution, Monsieur Gautrenaud, a mis en place un service dédié à l'intelligence artificielle. Alexandra Barberis nous en parlait en keynote d'introduction. C'est intéressant. Vous-même servez au service de la gestion des notifications de violation de données. Dites-nous en plus. Quelles sont les capacités d'action de la Commission nationale informatique et liberté? Et merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et tous, merci de me recevoir pour représenter la Commission nationale informatique et liberté à distance, et pardon de ne pas être à vos côtés dans la cité phocéenne. La Commission nationale informatique et liberté, juste pour introduction, et qui a été fondée et créée par la loi informatique et liberté en 1978, en fait, est chargée, comme vous l'évoquiez à l'instant, de veiller à la protection des données personnelles, contenues dans les fichiers, des traitements informatiques, papier également, aussi bien public que privé. Et elle a un rôle, en effet, d'alerte, de conseil et d'information vers tous les publics, mais dispose également d'un pouvoir de contrôle et de sanction. Donc, je vais parler de deux éléments importants liés à la cybersécurité qui sont l'obligation de notification et puis la visibilité que la CNIL a aujourd'hui de l'évolution des menaces, des constats s'agissant des attaques qui pourront être confirmés et qui appuient des chiffres qui sont en cohérence avec ce qui est constaté par cybermalveillance, par le ComCyber ou par l'ANSSI par ailleurs. Donc s'agissant de l'obligation de notification, pour rappel, on a aujourd'hui le règlement général sur la protection des données qui est au niveau européen une révolution parce que M. Leonetti l'évoquait tout à l'heure, en fait, il a cet avantage de la notion d'extraterritorialité. Donc en fait, il concerne toutes les entreprises pour peu qu'elles traitent des données qui concernent des citoyens européens. Donc ça, c'est une vraie révolution parce que ça impacte non seulement des sociétés européennes, mais les sociétés à l'international qui traitent des données de citoyens européens. Et donc, en son article 33 et 34, en fait, le RGPD décline l'obligation en fait, de notification des violations de données à l'autorité de contrôle compétente, c'est-à-dire la Commission nationale informatique et liberté, et puis en cas de risque élevé pour les personnes concernées, l'obligation de notification auprès de ces personnes pour les informer des données qui les concernent, qui ont été impactées, et des moyens de remédiation qui ont été mis en œuvre par l'organisme, public ou privé, mais également des moyens de prévention du côté de ses utilisateurs. Ce que constate la CNIL aujourd'hui, et c'est des constats qui sont partagés, c'est d'une part, s'agissant du vecteur d'attaque, en fait, le premier vecteur qui est redondant et qui nécessite de fait une sensibilisation de nos salariés, de nos agents et de nous-mêmes en tant qu'utilisateurs à titre privé, c'est le phishing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit des mails qui sont
qui sont très très bien forgés, qui sont très bien formatés, qui sont très bien construits de plus en plus. C'est-à-dire que la caricature qu'on a à l'esprit d'un email qui est à moitié illisible, plein de fautes, d'erreurs de syntaxe et de compréhension, en fait, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire il y a même des outils qui mettent en capacité les criminels, en fait, de déployer des mails de phishing qui sont très précis par rapport à votre contexte, par rapport à vos sujets, par rapport à vos attentes. Et puis en plus, et aussi, pardon, en termes d'attaque, une situation majeure en termes d'attaque on entend parler fréquemment de ces attaques de type rançongiciel, ransomware en anglais, qui ont largement évolué. J'en veux pour preuve un des nouveaux outils de ransomware qui s'appelle Exfiltrator 2.0. En fait, c'est que initialement, ces attaques de rançongiciel consistaient en fait en un chiffrement de système d'information. Aujourd'hui, il est précédé par une phase d'exfiltration des données qui évidemment pose tout un tas de questions en termes de protection des données et de protection des personnes. Parce qu'aujourd'hui, on est passé dans un paradigme où on considère plus que nativement un rançongiciel qui a été déployé en fait aura été précédé par une phase d'exfiltration, et le but est plus de prouver aujourd'hui le fait qu'il n'y a pas eu d'exfiltration et d'avoir les capacités de le faire que d'essayer de chercher le contraire. Donc ça, c'est un effet majeur de l'évolution de ces attaques auxquelles je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit pour pouvoir être en capacité de faire évoluer son système d'information et la prise en compte de ces enjeux majeurs de cybersécurité. Oui, là, c'est le gardien du temple qui parle. Vous nous avez parlé de délinquance, Monsieur Gautrenaud, ce qui me permet de donner la parole aux représentants de la gendarmerie. Mon colonel, j'aurais une double question. Alors, on l'a évoqué en keynote, enfin en ouverture, mais pouvez-vous nous préciser ce qu'est le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et quelle est son analyse de la menace cyber? Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette également de ne pas pouvoir être avec vous à Marseille aujourd'hui. Vous présenter très rapidement, en quelques lignes, ce que c'est que le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. C'est une nouvelle unité qui a été créée il y a 2 ans. Alors, quand on dit nouvelle unité, on nous dit souvent est-ce que la gendarmerie faisait du cyber avant? Oui, je vous rassure. Nos premières unités à faire du cyber datent de 1990. Donc, on était déjà pleinement intégrés dans cette lutte. Cependant, on avait des unités qui étaient un petit peu disparates, et face à l'explosion de la menace, et j'aurai l'occasion peut-être de le développer dans la deuxième partie, il était décidé de fédérer au sein d'un commandement unique l'ensemble des unités qui font de la lutte contre la cybercriminalité au sein de la gendarmerie, et autour de 4 grandes missions. Alors la première mission, c'est celle dont je suis le responsable, c'est la proximité numérique. Alors proximité numérique, c'est à la fois la connaissance et l'anticipation de la menace, qui nous permet de savoir un petit peu quelles sont les évolutions et de comprendre un peu les phénomènes. Bien évidemment, ce qui en découle, c'est la partie prévention. Alors prévention, on aura l'occasion de le redévelopper peut-être un petit peu plus tard, mais voilà, autour de tous les éléments à la fois de sensibilisation et d'accompagnement des potentielles victimes, souvent malheureusement seniors. La confiance dans l'économie numérique, notamment au travers de la plateforme pour la fraude à la carte bancaire en ligne Perceval, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent, et le contact numérique via notre brigade numérique, qui est une brigade qui répond par chat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et notamment à l'ensemble des questions de sécurité de nos concitoyens, notamment tout ce qui est lié aux affaires de cybercriminalité, cybermenace. Une autre mission, bien évidemment, on est gendarme, donc c'est la partie opérationnelle, la partie investigation en tant que telle, qui est appuyée par une division technique, alors qui fait à la fois l'aide de nos enquêteurs pour trouver la preuve numérique, y compris dans des disques durs ou des ordinateurs où l'information est soit cachée, soit l'outil en lui-même a été profondément altéré, souvent de façon consciente par nos cyberdélinquants. Et puis on a aussi un petit peu nos géo trouvent tout, qui nous aident à développer un certain nombre d'outils pertinents pour nos enquêtes. Et puis une dernière partie qui peut paraître comme ça,
dirais assez traditionnelle, une partie stratégie, partenariat. Et on se rend bien compte que dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité, il nous faut absolument travailler tous ensemble. C'est bien évidemment le partenariat, aussi bien avec l'ensemble des acteurs étatiques, mais l'ensemble du monde du secteur privé et bien évidemment nos partenaires internationaux. Juste pour compléter, le ComCyberGenre, c'est à peu près 200 personnes, mais on a en charge l'animation du réseau de l'ensemble des cybergendarmes. On a à peu près 8700 cybergendarmes répartis sur le territoire, à la fois en métropole et outre-mer, avec un principe de subsidiarité, un principe, je dirais, un peu de poupée russe, où on commence au niveau de la brigade, puis on monte au niveau du département, puis de la région, puis au niveau central, pour être capable de traiter un sujet en fonction de la complexité et de la durée éventuelle des enquêtes. Et on est appuyé par un peu plus de 360 réservistes spécialistes qui nous aident dans certaines thématiques particulières. Concernant l'état de la menace, alors je vais vous faire un peu l'état de la menace tel qu'on le perçoit au niveau de la gendarmerie. Pour vous donner un ordre d'idée, 2022, on a un peu plus de 100 000 faits de cybercriminalité constatés. On est sur une augmentation de l'ordre de 20% depuis l'année 2019. Hein, à quelques pourcents près, c'est vraiment la tendance. Et ça représente d'ores et déjà 7% de l'ensemble de la criminalité, de la délinquance constatée par la gendarmerie. Donc on voit que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Quand on parle de cette cybercriminalité, il faut bien comprendre ce que nous, on met dedans. On a déjà tout ce qui est la cybercriminalité, la criminalité en utilisant le vecteur numérique comme moyen, je dirais, accélérateur ou facilitateur de l'ensemble des infractions commises. Alors bien évidemment, on pense au premier lieu à tout ce qui va être vente illicite, notamment sur le darknet, où là vous trouvez absolument tout ce que vous pouvez imaginer de produits illicites. Vous avez tout ce qui est atteinte aux personnes. Et là, on pense bien évidemment à la haine en ligne, au cyberharcèlement et malheureusement aussi à tout ce qui est pédocriminalité, hein, grandement facilité par l'échange de photos ou de vidéos. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a tout ce qui, dans un terme un petit peu barbare, mais qui a le mérite d'être un des rares termes français dans le domaine de la cyber, tout ce qui concerne les atteintes au système des traitements automatisés de données, notamment les cyberattaques en tant que telles, parmi lesquelles, bien évidemment, les rançongiciels. Et puis, vous avez un petit peu un entre-deux, ce qui concerne toutes les escroqueries en ligne, où on est à la fois parfois dans l'utilisation du moyen comme vecteur, mais ça n'empêche pas qu'on a pu utiliser une atteinte à un système de traitement pour perpétrer les faits. Et là, on est quasiment, les escroqueries, c'est 3/4 des faits. Alors, je n'ai pas besoin de vous donner d'exemples, je peux vous en donner quelques-uns, mais vous voyez bien que on est inondé, c'était évoqué tout à l'heure, de mails de hameçonnage divers et variés. Et donc, c'est effectivement une véritable difficulté de trouver le bon grain de livret dans l'ensemble des mails qu'on reçoit. Et on voit bien que les cybercriminels sont capables de s'adapter en permanence à l'actualité. Vous avez eu beaucoup d'escroqueries pour les masques, des choses comme ça pendant le Covid. Vous avez eu l'année dernière une très grande tendance sur le CPF, parce qu'il y avait excusez-moi, petit problème de lumière. Le CPF a une réforme du CPF donc, qui amenait toutes les escroqueries que nous avons vécues. Récemment, la mise en place des zones à faible émission, vous avez toutes les escroqueries qui sont liées à la vignette critère, et j'en passe, et des meilleurs, jusqu'aux convocations évidemment par le directeur général de la gendarmerie d'un certain nombre, je pense, d'entre vous, pour l'ensemble des faits horribles qu'ils auraient été censés commettre. Une fois qu'on a dit ça, on est quand même sur, je dirais, un état des lieux de ce que nous constatons. Et je rebondis un petit peu sur ce que disait l'ANSSI, sur ce que disait la CNIL tout à l'heure. En fait, chacun a peut-être des bribes d'informations, et si on veut un ensemble de l'état de la menace, c'est pas évident parce que certains vont peut-être prévenir que la CNIL, mais pas porter plainte, certains ne préviendra que l'ANSSI, beaucoup ne préviennent absolument personne. Un chiffre qui est souvent donné, c'est qu'on serait peut-être sur un fait sur 200 ou 250 qui serait déclaré à la gendarmerie. Donc, alors, si les 249 autres le sont à la CNIL et à l'ANSSI, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'on est loin de ce point. Ce qui est très intéressant, et pour rebondir sur ce que disait monsieur de la CNIL, on a toujours l'impression, et je vais parler des rançongiciels, on a toujours l'impression que la cible, c'est chiffré pour avoir une rançon. Or, on estime à peu près à 1500 milliards le revenu des cybercriminels à travers le monde. Sur ces 1500 milliards, le revenu des rançons était estimé à 1 milliard il y a 2 ans, maintenant plus qu'à 500 millions. Et donc, on voit bien que sur les 1500 milliards, alors vous avez tout ce qui est revente de produits illicites qui apportent un certain chiffre d'affaires, mais la moitié des gains des cybercriminels, c'est la revente des données à caractère personnel, des données secrets des affaires, des données de propriété intellectuelle, etc. L'or, pour les cybercriminels, c'est vraiment la donnée. Et je dirais
même si c'est ce qui frappe le plus les gens. La rançon, c'est un petit peu l'avance sur recette. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Pour vous parler des cibles, parce que tout le monde verra bien que les cibles, c'est à la fois les entreprises, les établissements de santé, comme ça a été évoqué. Voilà, les entreprises. L'année dernière, on était à peu près sur la moitié des victimes étaient des TPE, PME, avec une petite évolution qu'on constate. Alors, c'est chaud, assez fluctuant, où on serait plutôt sur les entreprises de taille intermédiaire depuis quelques temps. Avec une forte augmentation des attaques de ces petites et moyennes entités, et bien évidemment les collectivités territoriales. Donc on a lancé un petit diagnostic. On a déjà fait à peu près 800 communes de 200 à 50 000 habitants à travers la France. On constate qu'un tiers des communes ont été victimes d'une cybermenace. Alors ça peut être juste un dépassement du site, une attaque par déni de service, une saturation du système. Mais si je prends le cas des rançongiciels, vous avez quand même une collectivité sur 10 qui a été victime d'une attaque par rançongiciel. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Dernière petite chose pour conclure, on a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Je pense que là c'est quelque chose, c'est un défi certainement du futur dans le domaine de la cybercriminalité. Je pense que tout le monde a entendu parler de ChatGPT, peut-être moins, mais aussi de Midjourney, qui fait à peu près la même chose, mais avec des images. On constate, alors même s'il y a des tendances à vouloir réguler un petit peu cette intelligence artificielle et les réponses de cette intelligence artificielle, on constate qu'on est capable de faire générer un mail de hameçonnage parfaitement cohérent, crédible, et dans le style d'Amélie, de la sécurité sociale, etc. Donc il y a forcément, à mon avis, un enjeu pour le futur cybercriminel à venir. C'est quelque chose d'ailleurs que nous aborderons un peu plus tard dans la journée. Merci mon colonel. Monsieur Hédon, le colonel Vintin-Aungouard nous a fait quand même un panel assez général de ce que la gendarmerie a constaté et ce qu'elle anticipe. L'ANSSI rejoint-elle cette analyse factuelle ? Alors, si je dis non, mon colonel, vous êtes embêté là, non? Bon, déjà, c'est un plaisir de vous retrouver, mon colonel, même si c'est à distance. Oui, on peut partager autour de l'analyse de la menace. Le colonel le disait très bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nul n'a encore une vision complète de cette menace cyber, parce que entre ceux qui ne déclarent pas et ceux qui ne déclarent qu'à un certain bout, parfois leur assureur aussi, on ne voit absolument pas tout. Moi, je vais pouvoir partager le panorama de la menace tel qu'il a été décrit et écrit par l'ANSSI, puisque nous le publions chaque année. Et donc, si vous cherchez panorama de la menace ANSSI sur Internet, vous trouverez celui qui a été publié il y a quelques semaines sur l'année 2022. Quelques éléments que je peux partager avec vous donc. Déjà, ces 3 constats principaux. Le premier, c'est que malgré la situation internationale, malgré les crises et malgré les guerres, la situation générale en termes de cyber nous semble, du point de vue de l'ANSSI, assez proche de celle qu'on avait vécue l'année dernière. Donc, quand parfois on parle d'expansion exponentielle de la menace ou autre, ce n'est pas le constat que nous, on partage. Aujourd'hui, on a l'impression que la situation est assez proche de ce qu'on avait vu l'an dernier, malgré cette tension-là. On observe d'ailleurs notamment, et je vais revenir dessus, toujours les mêmes 3 tendances principales du point de vue des attaques et du point de vue des victimes, que je vais vous partager juste après. Peut-être juste quand même pour terminer sur ces constats, le 3e constat, c'est que si la situation n'a pas évolué, elle n'a pas évolué en gardant une menace très élevée. C'est-à-dire que cette menace-là est toujours importante et il faut la prendre en compte. Alors je vous disais qu'il y avait 3 tendances que l'on avait déjà observées en 2021 et qu'on retrouve en 2022. La première, j'avais commencé à en toucher un mot tout à l'heure, c'est qu'on a des attaquants qui sont de plus en plus compétents, de plus en plus financés, parce que finalement leur succès leur rapporte de l'argent qu'ils peuvent réinvestir dans leurs propres prochaines attaques. Donc qui sont de plus en plus outillés également. Et on observe, j'en avais déjà parlé l'an dernier, une porosité de plus en plus grande entre les manières d'agir, les outils utilisés, des attaquants plutôt criminels, donc ceux qui cherchent à faire de l'argent par le biais du cyber, et des attaquants liés à des modes opératoires plutôt associés à des pays, à des États. Et finalement, on se rend compte que les uns et les autres sont de plus en plus proches dans leur manière d'agir, une fois qu'ils sont infiltrés du système d'information de la victime, les outils qu'ils exploitent. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on est en train de converger vers des niveaux hauts de compétences en face de nous. Donc, premier élément, cette montée en compétences qui se poursuit avec cette porosité entre groupes associés à des États et groupes criminels. Deuxième, c'est qu'on observe toujours les 3 motivations principales pour les attaquants, qui sont les mêmes que celles de l'année d'avant, et le colonel en a parlé déjà un peu, les autres intervenants aussi. Le premier, c'est le gain financier. La première motivation, c'est le gain financier. Gagner de l'argent par le biais d'une attaque cyber. La deuxième, c'est l'espionnage.
Et la troisième motivation, c'est la déstabilisation, c'est-à-dire le fait de perturber le fonctionnement d'une entreprise, d'un État, d'un processus, notamment d'un processus démocratique, au travers d'attaques cyber. Donc ça, on retrouve encore ces motivations principales, et c'est important de connaître ces motivations, c'est ce qui nous permet, nous, de nous adapter en termes de défense. Troisième tendance renouvelée entre 2021 et 2022, c'est presque une bonne nouvelle, je suis un peu mal à l'aise de le dire, mais c'est presque une bonne nouvelle, c'est que, en fait, la plupart des attaques exploitent les mêmes vulnérabilités. Et finalement, il est possible de faire une liste de ces vulnérabilités qui sont largement exploitées dans des systèmes d'information, dans des logiciels ou autres. Et d'ailleurs, on l'a fait, c'est-à-dire que dans le panorama de la menace, il y a cette liste des plus grandes vulnérabilités en termes de nombre d'exploitations. Et le CERT-FR, le Centre de veille et d'alerte de l'ANSSI, la maintient à jour cette liste. Pourquoi je disais que c'était une bonne nouvelle, malgré tout? Ça veut dire qu'on revient à cette notion de dire mettez à jour, patchez, les correctifs existent. Ces vulnérabilités-là, elles sont connues, les correctifs existent, sont à disposition. Et même s'il n'est pas toujours totalement évident de patcher et de mettre à jour, on sait qu'il y a quand même largement moyen d'améliorer la sécurité des systèmes en mettant ces mises à jour-là. Pour terminer sur ce panorama de la menace, ce qu'on observe enfin en faisant 2 points de focus, c'est que la pression relative à l'espionnage reste forte, notamment en France. Ça reste d'ailleurs le principal des opérations de cyberdéfense menées par l'ANSSI l'an dernier. Et on l'a écrit, ça fait 2 années d'affilée qu'on l'écrit. Les attaquants qui sont associés à des tentatives d'espionnage sont assez souvent, voire très souvent, reliés à des modes opératoires d'attaquants que l'on associe au territoire chinois. Et ça reste vrai encore cette année. Sur l'espionnage aussi, ce qu'on peut dire, c'est que l'attaque peut viser la cible immédiate, elle peut aussi exploiter les faiblesses de l'environnement de la cible, le fournisseur, les autres entités qui détiennent de la donnée ou qui ont un lien informatique avec la victime qui est la cible de l'espionnage, qu'il soit stratégique ou industriel. Deuxième point de focus, on a déjà parlé tout à l'heure, les victimes que l'on observe au niveau de l'ANSSI incluent de manière très notable des TPE, des PME, des ETI non stratégiques et des collectivités territoriales. Et cette tendance se maintient dans le temps et elle est relativement indépendante du nombre d'agents ou d'employés, du chiffre d'affaires, du secteur d'activité, de la visibilité. Et ça s'explique, parce qu'en fait, l'attaquant, dans ces cas-là, n'a pas visé la collectivité ou la TPE-PME, il a juste pêché au chalut, il a envoyé un filet, il a tiré très large, 1 million d'emails, il y en a 3 qui concernent votre collectivité ou votre entreprise, il y a une personne qui a cliqué, et là, vous intéressez. Permettez-moi de vous redire cette phrase qui, pour moi, doit garder et maintenir l'attention de chacun. Il n'y a pas besoin en cyber d'être une cible pour être une victime. Parce que vous pouvez être une victime par opportunité. Et donc, ça veut dire que ce soit face à l'espionnage, que ce soit face à toutes les attaques, que ce soit face aux attaques opportunistes, la notion d'hygiène informatique, qui a déjà été citée, est indispensable. Mettre à jour toutes les autres mesures qui sont liées à de l'hygiène de base informatique, qui finalement sont assez accessibles d'ailleurs. C'est vraiment ce qui est absolument indispensable aujourd'hui pour faire face à la menace, c'est être suffisamment protégé. Et ça devient maintenant une nécessité absolue. On l'a vu tout à l'heure, vous nous parliez de Nice 2, avec l'élargissement des entreprises, des organisations concernées. J'ai pas l'impression que tout le monde joue le jeu de la cybersécurité. Est-ce que l'ANSSI a prévu de renforcer son action? Alors, beaucoup de monde joue le jeu, déjà. C'est vrai qu'il y a probablement des entités qui sont moins convaincues ou dynamiques sur le sujet, parfois aussi parce qu'elles sont prises par d'autres sujets très compliqués à gérer par ailleurs, au-delà de la cyber. Ce qui est vrai également, c'est que dans le texte de la directive Nice 2, il est prévu un régime de sanctions. Et ce régime de sanctions est assez proche de ce que vous pouvez connaître sur le RGPD, avec notamment des amendes, par exemple, qui peuvent être basées sur le pourcentage du chiffre d'affaires mondial de l'entité concernée, en cas de non-respect de cette directive Nice 2. Aujourd'hui, la position de l'ANSSI, et on l'affirme clairement, publiquement, de manière répétée, on a toujours voulu être une autorité de régulation bienveillante envers les entités coopératives qui ont envie d'avancer. Et donc c'est bien ce qu'on a encore comme état d'esprit aujourd'hui sur Nice 2, c'est de dire que l'on veut accompagner ces nouvelles entités, qu'elles soient importantes ou essentielles. Il y a déjà des discussions qui sont entamées avec certaines associations d'entités qui seront ciblées par cette directive, pour pouvoir discuter justement de comment mettre en pratique tout ça, comment arriver à faire quelque chose de pragmatique. Donc clairement, en tout cas pour les entités qui sont coopératives, l'ANSSI a prévu de rester dans une position d'autorité de régulation bienveillante. Et ça veut dire aussi accompagner en amont, ce qu'on est en train de faire, donner éventuellement des moyens complémentaires, voire éventuellement développer des nouveaux outils qui permettent de passer le cap ou de passer à l'échelle sur ces sujets-là.
Vous me parliez d'ailleurs, lors de nos entretiens, de mon service sécurisé. Oui, on n'a pas attendu NIS 2, bien sûr, pour commencer à justement passer à l'échelle et aider. Le secrétaire général des affaires régionales, représentant le préfet Mirman, j'en parlais tout à l'heure aussi. Effectivement, depuis septembre dernier, l'ANSSI a mis en ligne un portail à destination des entités publiques, au sens large du terme, donc y compris les collectivités territoriales, certaines régies publiques ou autres, qui s'appelle Mon Service Sécurisé, un portail 100% en ligne, 100% gratuit, qui vise à ce que ces entités publiques puissent mieux sécuriser leur site web, leurs applications mobiles ou les éventuels API, donc les connexions de données qui peuvent être accessibles à l'initiative de ces collectivités. Et c'est un service qui finalement va permettre aux entités qui s'inscrivent, encore une fois gratuitement dessus, de déclarer leur projet sur un des domaines que je viens de citer, de donner le contexte de ce projet, donc finalement qui ça concerne, quels sont les éléments, quelles données sont manipulées, et automatiquement le portail va proposer des recommandations de l'ANSSI, c'est bien des recommandations de l'ANSSI, qui sont applicables à ce projet. Si le chef de projet ou la chef de projet décide de cocher là où elle en est sur ces mesures de sécurité, elle va même avoir un score issu de l'ANSSI en disant sur la base de vos déclarations, ça reste déclaratif, voilà le niveau de sécurité que vous pouvez estimer avoir avec un score qui est affirmé. Pour aller même encore un peu plus loin, en fait, on ne le sait pas forcément, mais les entités publiques, les administrations, qu'elles soient territoriales ou de l'État, doivent homologuer leurs services, notamment lorsqu'il s'agit de services en ligne avec des données de citoyens. Et en fait, Mon Service Sécurisé va permettre aussi de créer ce dossier d'homologation, parce que finalement, on a déjà toutes les informations qui vont bien. Et j'allais dire, il n'y a plus, entre guillemets, qu'à imprimer ou qu'à présenter numériquement ce dossier d'homologation à l'autorité qui va dire, OK, je suis, par exemple, l'élu d'une collectivité, dire, je suis conscient des risques, je suis en phase avec le niveau de sécurité qu'on a mis, et je vais pouvoir homologuer. Pour conclure, par rapport à cet outil-là, qui est vraiment dans l'esprit de ce que l'on veut continuer de faire pour accompagner les entités, notamment celles qui vont arriver sur NIS 2 après, on a conçu cet outil en testant avec les utilisateurs et utilisatrices. Et donc, notamment en PACA, il y a eu des collectivités qui ont bêta-testé ce système, qui ont été volontaires. Et on a fait exprès aussi de ne pas associer que des responsables sécurité. Parce qu'on le sait bien, dans beaucoup de TPE, PME, collectivités de taille intermédiaire, voire petite, responsable sécurité système d'information, ça n'existe pas. Déjà, responsable informatique, ça n'existe pas souvent. Et donc, on a besoin d'avoir d'autres rôles qui puissent agir là-dessus. Et c'est encore le cas dans la région d'ailleurs. On a eu des volontaires pour tester qui étaient parfois des délégués à la protection des données, des DPO, ou des chefs de projet qui n'étaient pas des experts sécurité numérique. Et le portail continue d'évoluer en ce sens-là. L'utilisation depuis l'annonce est vraiment en train de croître et d'exploser. J'ai eu les derniers chiffres en début de semaine. On est vraiment en train de faire beaucoup de choses, d'avoir de plus en plus de gens qui s'inscrivent. Et on continue de prendre les retours pour faire évoluer l'outil. Donc on reste dans cette approche-là qui permet aux entités de passer le cap de leur sécurité numérique. Elles sont aidées, elles sont guidées par un outil qui est gratuit pour les entités publiques. Et ça me permet aussi à l'ANSSI de passer à l'échelle dans l'accompagnement, parce que vous l'avez bien compris que passer de quelques centaines d'OSE à quelques milliers, voire plus, d'entités importantes, d'entités essentielles, il va falloir qu'on trouve une manière renouvelée de les accompagner en passant à l'échelle. Oui, là, en fin de compte, ça reprend ce que vous nous disiez. La bienveillance guide votre action, même si nul n'est censé ignorer la loi. Et je reviens vers vous, Monsieur Leonetti, parce que dans une dépêche de France Info, de fin décembre dernier, je lisais que le parquet de Paris avait ouvert plus de 600 enquêtes pour les cyberattaques en 2022, soit 10 fois plus qu'en 2019. Alors ces chiffres me semblent révélateurs de l'ampleur de la tâche. Ma question est double. Pourquoi le parquet de Paris, déjà ? Et est-ce le seul service à agir contre les cybercriminels ? Alors c'est une excellente question. L'augmentation, aujourd'hui le parquet de Paris est confronté, tout confondu, à peu près 1400 enquêtes préliminaires, 90 informations, c'est 540% de saisines en plus en une année. Donc c'est faramineux, ce sont 3 magistrats. Donc on est sur le haut du spectre, certes, mais réduit, c'est la pointe de tungstène. Et c'est finalement, pour répondre à votre question, un parquet qui est l'homologue, si je puis dire, des grands services, que ce soit l'ANSSI, que ce soit la sous-direction de lutte contre la cybercriminalité de la DCPJ ou le ComCyberGend, qui sont les services que le parquet va saisir dans le cadre des enquêtes, puisque le parquet de Paris a une compétence concurrente nationale. Exemple, les attaques sur les hôpitaux, c'est le parquet de Paris qui les prend toutes. Pourquoi ? Parce que dans ces sujets-là, il faut faire preuve d'expertise, il faut centraliser. Alors, il faut, quand je dis il faut, c'est péremptoire, mais il faut bien voir que nous devons concilier décentralisation et centralisation. Et pour le coup,
Cette centralisation, c'est un de nos avantages comparatifs. Si je nous compare aux Américains, ils ont beaucoup de mal à savoir ce qui se passe sur leur territoire, qui est très vaste, mais qui est surtout morcelé entre différents États fédérés et entre différentes agences fédérales. Ils en sont au point, depuis juin dernier, de créer une task force pour savoir qui fait quoi. Donc nous, on a cet avantage-là. Ne faisons pas de French bashing trop loin. Et pour aller plus loin, la performance de ces compétences d'expertise, je vous citerai, dernière affaire en date, le cas de la plateforme Bitslato, que vous pourrez retrouver sur Internet. Conférence de presse, donc le dossier est en cours d'instruction, mais certains éléments sont publics. C'est une plateforme qui permettait la conversion d'actifs numériques, de crypto-monnaies, en roubles notamment, et ces actifs étaient en fait le fruit de rançongiciels pour la plupart. Très belle action du ComCyberGend. Je ne dis pas ça parce que Barnabé est là et parce que la gendarmerie est là, mais il faut dire que le FBI a même voulu inviter le ComCyberGend pour faire la conférence aux États-Unis, à Washington, parce qu'en fait, sans l'action de la France, du parquet de Paris et des enquêteurs français, cette affaire n'aurait pas pu être conduite. Donc, on a une expertise. Pour autant, je vais prendre le contre-pied, c'est qu'il faut avoir une ANSSI, mais il faut des certes. Comme le disait Guillaume Poupard et comme le dit Vincent Strubel aujourd'hui, il faut un cybermalveillance, c'est-à-dire il faut aussi de la proximité. Et je rejoins la direction que dirige Barnabé Vintangouard, c'est-à-dire qu'il faut de la proximité dans l'accompagnement. Il faut tous les niveaux. Et au niveau justice, vous avez le parquet de Paris qui va prendre la majorité des gros dossiers. Et puis, vous aurez les juridictions interrégionales, vous aurez les juridictions locales qui sont accompagnés par des cyber-référents, des magistrats qui se spécialisent. Et c'est en cela, je vous dirais, il faut désexpertiser le cyber. C'est-à-dire dans les institutions, dans les entreprises, il faut que le cyber soit partagé par tous. Je vais vous prendre un exemple très simple avec la précédente intervention, les cabinets d'avocats. Les cabinets d'avocats sont très peu sécurisés en matière cyber. Or, ils ont des informations d'une particulière sensibilité. Ça vaut également, et je fais le lien avec Mme Passemard, avec les médecins. Les médecins généralistes, les médecins de ville ont des cabinets qui sont peu sécurisés et parce qu'ils ne se posent pas la question du cyber, ils se disent c'est pas mon truc. Or, finalement, si vous me permettez l'analogie, on conduit tous un véhicule, alors qu'il soit mobilité douce aujourd'hui ou un véhicule automobile, on connaît tous le code de la route. Moi, je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas fabriquer un système. Par contre, je sais comment la loi et comment la règle doit s'appliquer pour l'utilisation de ce système. C'est ça l'enjeu. C'est de positionner, je vous le disais tout à l'heure, le cyber en matière d'hygiène et de sécurité, mais aussi à niveau stratégique. Parce qu'on parlait d'état de la menace, une réflexion pour retenir l'état de la menace. C'est la première fois dans l'histoire criminelle de la France que 100% des utilisateurs, en l'occurrence du numérique, sont victimes d'une tentative d'infraction. Tentative, phishing. Rappelons que c'est quand même une infraction, une tentative. Mais évidemment, dans les faits, vous n'allez pas déposer plainte pour la tentative de phishing. Et si tant est que vous le vouliez, vous aurez quand même un parcours du combattant pour que la plainte soit prise. Parce que le volume est phénoménal. Parce que nous sommes passés, pardonnez-moi là aussi l'expression, du braquage au rançonnage. Dans la région, il y a encore quelques braqueurs. Certes, ils n'ont pas encore compris le sens des choses au niveau judiciaire. Mais pourquoi les choses évoluent? Pourquoi nous voyons en escroquerie, le point de bascule c'était en 2022, qu'il y a plus de cyber-escroquerie que d'escroqueries commises dans le réel? Parce que c'est ce que vous disiez, un mail envoyé à des millions de victimes va vous donner une probabilité de réponse très forte et une distance tout aussi forte avec la victime, les services de l'ordre. Donc, nous sommes dans une mutation avec, et sur ce point de la menace, un focus sur ce que nous évoquons. Je vous dirais que à la veille des JO de 2024, on sait que, par expérience des précédents JO, les attaques par rançongiciel augmentent, c'est x5, x6. Premier point. Je dirais ça avec le lien médical, si je puis dire, c'est le traumatisme. On vous casse la jambe, vous avez du mal à remarcher, la remédiation va prendre du temps. Il y a un autre risque qui a été évoqué par la précédente intervention, la keynote, c'est la manipulation de l'information. Je vous ai parlé dans le DSA de contenu illicite, je n'ai pas parlé de fausse information. La fausse information, juridiquement, elle est très balisée. Vous l'avez dans le code électoral, vous l'avez dans le code monétaire et financier, un peu dans la loi Avia. Mais l'intention, vous pouvez diffuser une fausse information pensant qu'elle est vraie. On va vous dire, exemple de presse, un tel est mort alors qu'il est vivant. C'est une fausse information, c'est une erreur. L'intérêt de lier cette fausse information à l'IA, exemple ChatGPT, c'est que vous allez inonder
inonder une société. Quand je dis une société, pas une entreprise, une nation, un État, je pense à l'Afrique, vous allez les inonder en fausses informations et donc vous allez manipuler les idées et supprimer la liberté. Et donc, vous allez non plus avoir le trauma de la cyberattaque, mais là, c'est un cancer lent qui va toucher la résilience d'une nation, c'est-à-dire que vous fracturez une nation. Vous voyez ce qui se passe en Afrique, vous voyez ce qui se passe dans d'autres pays, vous voyez ce qui se passe en France. L'enjeu cyber dans le temps long, c'est la gestion de cette information, et de savoir comment réguler les informations, parce que, et là, je fais le lien entre le macro et le micro, chacun d'entre nous doit être concerné. Quand vous relayez une information que vous avez lue sur YouTube, TikTok ou autre, vous êtes comme quelqu'un qui est en train de manger des bonbons Haribo. Ça fait plaisir sur le moment, mais ça vous détruit la santé au final. Donc si vous voulez conserver votre liberté de discernement et de santé mentale, pensez-y, attention à ce que vous lisez, ce que vous relayez, parce que vous vous dites c'est anodin, mais à force, les idées prévalent, et regardez ce qui se passe dans les sociétés, en France, aux États-Unis, ce qui s'est passé au Brésil, ce qui se passe ailleurs. Ce sont des attaques massives qui sont loin d'être le fruit du hasard. Et sur ce point-là, évidemment, on est dans de la défense de la sécurité nationale. Vous avez l'action de Viginium, qui est là au sein du SGDSN pour protéger la France contre des manœuvres extérieures. Pour autant, judiciairement, c'est très compliqué d'aller sur ce terrain-là, je viens de vous le dire, et nous avons des enjeux sociétaux majeurs. Ce point sera abordé d'ailleurs, merci pour la perche Xavier, par Thomas Kerjean ce soir, en keynote. On est vraiment dans l'esprit de cette journée cyber. Vous aviez évoqué, le colonel Vatin-Aguard évoquait le fait que les rançongiciels, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas forcément ce qui, le volume monétaire du marché de la cybercriminalité le plus important. Les demandes de rançon n'épargnent pas les données de santé, Madame Passemard. Vous êtes toujours avec nous. Je dirais même plus, bien au contraire. Pour autant, vous me disiez que le hacking n'est pas le seul aspect à en prendre en compte. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Peut-être pour rebondir en effet sur les propos de l'ensemble des participants du panel ce matin, peut-être avec un exemple concret, en effet, alors ce que moi je vais appeler une violation de données, ce qu'on peut appeler un vol de données, cyberattaque, on l'appelle comme on veut, en fait un petit retour d'expérience sur un vol de données assez massif qui a eu lieu en septembre 2021 et qui, pour le coup, avait quand même été largement relayé dans la presse, donc je peux évoquer un certain nombre d'éléments publiquement. C'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui avait été victime d'un vol de données concernant quand même près d'1,5 million de personnes. En fait, il s'agissait de résultats de tests Covid. Donc avec les coordonnées des personnes, un numéro de sécurité sociale et évidemment les éléments en lien avec le résultat du test. Alors en pratique, cette attaque-là n'a pas donné lieu à une demande de rançon, pour le coup. En revanche, à la suite du dépôt de plainte et des investigations qui ont été menées, d'ailleurs avec une coopération exemplaire avec les services judiciaires, ça fera plaisir à M. Leonetti, on a pu établir qu'en fait l'auteur des faits souhaitait rassembler des éléments dans le cadre d'activités en lien avec des fraudes au pass sanitaire. En fait, il recherchait des éléments lui permettant d'établir des faux passes sanitaires. Voilà. Donc c'était bien un objectif crapuleux, mais en revanche, ce n'était pas directement pour obtenir, en tout cas, une rançon qui, quoi qu'il en soit, n'aurait pas été payée. Mais il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre d'établissements sanitaires ont été victimes de tels agissements. Hein, j'y reviendrai juste après. Mais peut-être insister éventuellement sur un point qui est peut-être un regard un tout petit peu différent s'agissant de ce type de cyberattaque, et peut-être pour rebondir sur les propos de M. Gautrenaud sur la violation de données à caractère personnel. Donc, on a bien rappelé que lorsque un établissement, par exemple, est victime d'une violation de données, par exemple dans le cadre du vol de données dont je viens de parler, eh bien,
cet événement-là doit être notifié à la CNIL, en plus des déclarations obligatoires qui peuvent être faites soit à l'ANSSI, soit pour nous dans le cadre du CERT Santé. Enfin, bref, l'établissement doit faire un certain nombre de signalements et de déclarations de ce type d'incident. Mais il y a aussi une dimension à prendre en compte et qui peut être compliquée et délicate à mettre en œuvre, parce que pour les spécialistes de la cybersécurité que vous êtes et que nous sommes, eh bien, on va toujours prendre l'incident sous l'angle de l'organisme qui subit l'incident. Or là, il va falloir prendre en compte l'incident comme sous l'angle de la protection de la vie privée des personnes concernées par l'incident. Et donc là, dans l'exemple de la PHP que j'évoquais, la PHP a envoyé une notification individuelle à toutes ces personnes pour leur faire part de la violation de données dont, du coup, ils avaient été indirectement victimes et pour les inviter à prendre un certain nombre de précautions. L'ANSSI évoquait tout à l'heure les mesures de sécurité de base et finalement les bons réflexes à prendre. Et bien, du coup, là, il y a vraiment une œuvre de pédagogie aussi qui est faite à l'occasion de ces courriers-là pour inviter les gens à modifier leur mot de passe, à faire attention d'une manière générale, s'ils étaient recontactés, s'ils recevaient à la suite de cette violation des messages suspects, en tout cas à vraiment prendre le maximum de précautions pour l'avenir, notamment dans la compromission, le cas échéant, de leur mot de passe. Donc ça, c'est un point important et je crois que les organismes n'ont pas forcément à l'esprit toujours cet aspect-là et le côté complexe que ça peut avoir à mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on dit aux gens pour ne pas non plus les affoler outre mesure et ne pas qu'ils se précipitent à déposer une plainte devant tous les services judiciaires de France, parce que c'est pour le coup un petit peu compliqué à gérer aussi. Donc voilà, donc il y a un équilibre à trouver et je pense que ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Et pour en revenir donc aux cyberattaques d'une manière générale et notamment celles dont sont victimes les établissements sanitaires ces dernières années, ce que je peux dire, c'est que évidemment c'est une préoccupation majeure pour le ministère. En 2022, on a eu connaissance de 25 incidents graves ou significatifs subis par des hôpitaux. Donc ceux qui ont été en tout cas déclarés et connus. Évidemment, c'est très préoccupant parce que ça peut porter atteinte donc non seulement évidemment à la protection des données des personnes, mais aussi à la qualité des soins prodigués dans les établissements. On estime que le coût de ces attaques s'élève souvent à plus de 10 millions d'euros pour les établissements concernés, des établissements qui sont déjà avec des budgets très contraints et des ressources limitées. Un groupe d'experts a été mis en place à la fin de l'année 2022 au sein du ministère de la Santé et qui réunit aussi, bien sûr, les experts de l'ANSSI, de l'Agence de la santé, des agences régionales de santé, bien sûr, au niveau local, et des fédérations hospitalières, avec la charge, avec la mission pour ce groupe d'élaborer un plan d'action cyber 2023-2027 dans le domaine de la santé. Donc, ce plan d'action est en train d'être finalisé, élaboré, il va être arbitré. Je ne peux pas en révéler encore les éléments les plus concrets parce qu'il y aura du ministre vraisemblablement, mais en tout état de cause, ce qui est certain, c'est qu'il s'orientera sur 3 axes qui sont évidemment un axe de financement de solutions techniques. Alors a priori, il semblerait que les attaques en question dont sont les établissements ne sont pas particulièrement sophistiquées, sont relativement standards, ce qui est un peu la bonne nouvelle. Et du coup, l'idée, c'est simplement de renforcer l'équipement technique des établissements. Il y a aussi un effort à faire en termes d'organisation au sein des établissements pour mieux anticiper les risques, mieux gérer les risques, en lien notamment avec les agences régionales de santé. Par exemple, les agences régionales de santé ont actuellement des budgets. Le ministère leur a délégué des budgets pour réaliser des exercices de simulation en fait cybercrise qui permettront d'identifier les vulnérabilités et de prendre des mesures adéquates. Et puis bien sûr au-delà de ces éléments-là, et bien d'une manière plus générale, le ministère va débloquer des fonds pour
pour investir et pour aussi recruter, le cas échéant, des professionnels pour permettre d'améliorer la cybersécurité dans les établissements. Voilà, c'est vraiment un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur. Merci Madame Passemard. Je vais conclure cette table ronde en laissant la parole pour 2 mots seulement à Monsieur Gaston Gautrenaud de la Commission nationale informatique et liberté, qui me faisait part de la problématique de la prévention. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire très court, Monsieur Gautrenaud, on a déjà dépassé le temps, et nous donner votre sentiment sur la prévention? Pardon, Monsieur Clarinard, de ne pas faire le lien complètement avec votre propos parce que votre micro a été coupé, donc votre intervention interrompue. Je n'ai pas entendu la fin. Néanmoins, je souhaite compléter mon propos précédent par des éléments qui ont déjà été évoqués par les autres interlocuteurs parce qu'il me semble important de les avoir à l'esprit. Monsieur Leonetti l'évoquait tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, la cybersécurité est vraiment un enjeu majeur. On avait dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, une notion qui consistait, une sensibilité qui consistait à considérer qu'en fait la cybersécurité ne concernait que la direction des systèmes d'information. Il est temps désormais qu'elle arrive au niveau métier et qu'elle soit prise en compte au niveau de l'enjeu qui correspond à l'évolution des menaces aujourd'hui. C'est le premier élément. Le deuxième élément, M. Edon l'évoquait, ce sont les cibles. En effet, aujourd'hui, tous les secteurs, quelle que soit leur taille, sont concernés. Également parce qu'il y a des processus d'automatisation, de taper des ranges d'IP, des régions, des départements, des technologies, qui font en effet que tout le monde est touché. Donc cette notion qui consiste à considérer qu'on ne peut être impacté est erronée. Le troisième élément, c'est l'organisation en fait de la sphère criminelle. Clairement aujourd'hui, après les phases de rançongiciel qui concernent une équipe donnée de cybercriminels, une autre équipe qui est susceptible de racheter les données va potentiellement attaquer individuellement chacune des personnes concernées par les données qui ont été dérobées lors de cette action malveillante. Et je rejoins en ça les propos de Madame Passemard également. En dehors de la loi et des obligations qui nécessitent aujourd'hui le changement de point de vue et de prisme qui consiste à considérer non seulement le risque pour l'organisation, mais également le risque pour les individus, c'est de bien penser dans cette approche la protection des personnes concernées et dans l'information qui leur est communiquée, les éléments qui leur permettent en fait de remédiation, de limiter les risques, de limiter les impacts. Et le dernier élément sur la partie prévention, je pense il y a une évolution de la maturité des organisations, il y a une évolution de tout un chacun aujourd'hui à titre professionnel ou à titre privé. On le voit bien au niveau des médias aussi à prendre en compte ces enjeux-là et à les partager à des heures de grande écoute. Donc la maturité a évolué dans nos organisations, la maturité individuelle qui est la nôtre a évolué, mais il y a toujours des principes, M. Edon l'évoquait tout à l'heure également, d'hygiène, de bonnes pratiques qui sont assez simples, qu'il faut mettre en œuvre. Je souhaite juste, et j'en aurais terminé, en rappeler 2-3, le chiffrement des données, le chiffrement des supports amovibles, des clés USB. On se balade souvent avec des données sensibles sans qu'il y ait de chiffrement. Aujourd'hui, il y a des solutions extrêmement simples, dont certaines gratuites, qui permettent de faire du chiffrement aisément et qui permettent d'éviter, en cas de perte de cette clé, de compromettre les données, leur confidentialité, le cas échéant. Le chiffrement également des postes de travail portables, la contrainte qui consistait à considérer que la capacité de calcul des ordinateurs ne permettait pas de façon transparente de mettre en place ce chiffrement, c'est un discours qu'on ne peut plus avoir désormais. Donc c'est une nécessité pour éviter en cas de vol cette compromission. Et puis 2 derniers éléments, les sauvegardes, avoir des sauvegardes, faire des sauvegardes et avoir des sauvegardes déconnectées. On a encore récemment eu des organisations dont la dernière sauvegarde datait, enfin une en particulier, que j'ai à l'esprit, dont la dernière sauvegarde datait de 2018, toutes données confondues, ils ont mis la clé sous la porte. Donc la sauvegarde, c'est important. Et dernier élément qui nous concerne tous, un réflexe. Quand on reçoit une notification LinkedIn pour une invitation et une prise de contact, allez sur l'application, connectez-vous à l'application, que ce soit via votre navigateur ou de votre application sur votre mobile. Connectez-vous et regardez si l'invitation a été produite, non pas en cliquant sur le mail que vous avez reçu par mail ou sur le lien que vous avez reçu par mail, mais directement dans l'application. Ça limite énormément les risques de répondre à un mail qui était en fait non pas une invitation mais un mail de phishing.
Merci, merci Monsieur Contrenaud. Si c'est une question, oui. Si c'est une intervention, on n'a pas le temps. Métropole de Nice, oui, effectivement, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. On ne pourrait pas être en désaccord. Néanmoins, j'attire votre attention sur des fois des aptitudes et des difficultés que nous rencontrons, nous, collectivités, notamment pour dégager des budgets, parce que prévenir, ça veut dire investir, des budgets nécessaires à toute cette prévention. Des fois, c'est pas facile, parce que la prise de conscience, elle n'est pas tout le temps là. Elle n'est pas encore dans la culture de nos dirigeants, et pour eux, ça va pas arriver. Mais c'est pas ça va pas arriver, ça arrivera un jour. Et nous, des fois, on a du mal à convaincre que, effectivement, c'est là qu'il faut investir, à la fois financièrement, avoir des aides, pourquoi pas, mais aussi en ressources humaines. Avoir une petite équipe de 2, 3, 4, peut-être 10 personnes selon la taille, c'est pas un luxe. Et ça, souvent, c'est des choses sur lesquelles on n'est pas entendu. Merci, merci, puis c'est partagé en plus. Bien, mesdames et messieurs, en tout cas, chers intervenants, je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre expertise dans le cadre de nos débats sur la réglementation et sur la stratégie en matière de cybersécurité. Merci, vous pouvez les applaudir tous parce que vous avez là du niveau d'expertise